Bonjour, alors introduction à l'enzymologie. Alors, à propos du mot d'enzyme, tout a commencé avec Lazzaro Spallanzani en 1765 qui a travaillé notamment sur la digestion et le rôle des sucs gastriques. Il a comme ça pu réaliser des digestions artificielles et il a démontré que le suc gastrique pouvait dissoudre les aliments. C'est la première manifestation enzymatique. Alors je passe très rapidement. En 1877, eh bien c'est Kuhn qui a finalement introduit le terme d'enzyme en référence aux travaux décrits par Pasteur, notamment sur les ferments. Alors très bien, mais qu'est-ce qu'un enzyme? Les premières hypothèses ont été posées par Théodore Schwann, bien connu pour la théorie cellulaire et notamment pour l'introduction du mot métabolisme. En fait, Théodore Schwann considérait que la fermentation alcoolique était due à un organisme qui était la levure. Alors, de la même façon, je vais passer très vite. Il a fallu quand même attendre les travaux de Northrop et Stanley en 1930 pour déterminer la nature protéique de l'enzyme à partir de trois enzymes, la pepsine, la trypsine et la chymotrypsine. Donc, c'est en 1930 que l'on considère que les enzymes sont des protéines et ça leur a valu le prix Nobel. Et puis en 1980, eh bien, deux chercheurs américains ont démontré que des ARN, pouvaient avoir une activité catalytique. Ils les ont nommés ribozymes et ça leur a valu également le prix Nobel. Alors finalement, on va dire que les enzymes sont des macromolécules catalyseurs qui augmentent la vitesse de nombreuses réactions physiologiques. Ce sont des macromolécules catalyseurs parce que ce peut être dans 99% des cas des protéines, mais comme nous venons de le voir, il peut exister certains ARN qui peuvent avoir une activité catalytique. Une enzyme, finalement, c'est une macromolécule qui, en son absence, ne permet pas de rendre possible la vie. En effet, les réactions seraient tellement lentes que la vie ne pourrait pas être possible. Les enzymes vont permettre de coupler des réactions qui n'auraient habituellement pas lieu. Alors les enzymes catalysent mais ne sont pas consommées au cours de la réaction. Je suis précis. Au cours d'une réaction, les enzymes sont retrouvées identiques à elles-mêmes à la fin de la réaction, mais au cours de la réaction peuvent éventuellement subir des modifications. Alors, pour terminer et définir complètement le concept d'enzyme, eh bien, ce sont des macromolécules qui sont efficaces, qui sont spécifiques et qui sont régulables. Alors au-delà de ça, les enzymes ne peuvent catalyser que des réactions qui sont thermodynamiquement possibles. Et par ailleurs, les enzymes ne créent pas de nouvelles réactions. Elles ne font que modifier l'équilibre de la réaction, elles ne font qu'accélérer la vitesse de la réaction. Alors pour faire simple, si on prend les enzymes, eh bien elles catalysent les réactions 10 puissance 3 à 10 puissance 8 fois plus rapidement qu'en leur absence. Elles agissent à faible concentration et les enzymes, on dit qu'elles abaissent l'énergie d'activation d'une manière plus importante qu'un catalyseur. Je parle d'énergie d'activation. Mais qu'est-ce donc? L'énergie d'activation, eh bien, c'est l'énergie nécessaire pour rendre possible une réaction entre deux molécules. Les enzymes vont faciliter la rencontre des molécules de façon à ce que la réaction puisse se faire avec une meilleure probabilité. Autrement dit,
les enzymes, comme vous avez pu le voir dans cette courte vidéo, semblent abaisser l'énergie d'activation. Si on considère que les réactants doivent atteindre un état de transition avant de réaliser la transformation en produit, eh bien, une réaction qui n'est pas catalysée par une enzyme, eh bien, on constate que la barrière énergétique, c'est-à-dire l'énergie d'activation, est très importante et cette barrière énergétique est difficile à atteindre. Autrement dit, la réaction va être lente. Statistiquement, les molécules auront peu de chances d'atteindre un état de transition et donc la réaction aura peu de chances de se faire. Lorsque la réaction est catalysée, on observe que l'énergie d'activation est abaissée. Autrement dit, il est plus facile statistiquement d'atteindre l'état de transition pour les réactants et donc de se transformer en produit. De fait, la réaction sera plus rapide. On peut donc dire que les réactions sont plus efficaces en présence d'enzymes qu'en absence d'enzymes. Alors, il faut être très vigilant parce que dans un environnement thermodynamiquement défini, à 37 degrés, on peut considérer que l'environnement apporte, par le simple entrechoquement aléatoire des molécules, de l'ordre de 1 kcal par mol. Autrement dit, si une réaction entre deux réactants ne nécessite ou que 1 kcal par mol ou moins de 1 kcal par mol pour atteindre l'état de transition, eh bien l'énergie apportée par l'environnement suffirait pour que la réaction puisse se faire. Alors en réalité, dans les réactions biochimiques normales, l'énergie d'activation est de l'ordre de 10 kcal par mol. Autrement dit, l'énergie apportée par l'environnement ne suffit pas pour réaliser seule la réaction. Les enzymes sont là pour abaisser cette énergie d'activation et rendre possible les réactions thermodynamiquement favorables. En effet, ici on constate que l'énergie des produits est plus faible que l'énergie des réactants. Autrement dit, la variation d'énergie ici est inférieure à 0, elle est favorable. Mais comment c'est possible? Je vous ai dit que les enzymes abaissent l'énergie d'activation. Alors en réalité, si on considère une réaction du cycle de Krebs, la transformation du citrate en isocitrate, eh bien le citrate est une molécule qui va rentrer à l'intérieur de l'enzyme et qui va être stabilisée par des liaisons hydrogènes entre des acides aminés du site actif. Une histidine en position 101, une sérine en position 642 et également un centre fer-soufre au niveau du site actif. Toutes ces liaisons hydrogènes vont stabiliser le citrate à l'intérieur du site actif et vont positionner le citrate de manière à le contraindre et favoriser les réactions intramoléculaires entre le citrate et les acides aminés du site actif. Ici, on peut voir qu'il y a des échanges entre les atomes, l'eau intervient également dans cette réaction, de façon à pouvoir simplement transférer un groupement OH d'un carbone à un autre. Finalement, autrement dit, l'enzyme va abaisser l'énergie d'activation, mais en réalité, l'enzyme va apporter de l'énergie grâce au remaniement de conformation qu'il va imposer au substrat. Toutes les liaisons de faible énergie entre le site actif, les acides aminés du site actif et le substrat, eh bien, vont apporter de l'énergie pour pouvoir catalyser la réaction. Comment on peut quantifier cette efficacité?
Cette efficacité peut être quantifiée grâce à une constante qu'on appelle la constante catalytique, K4, qui définit ou qui caractérise l'efficacité catalytique. On peut observer plusieurs termes. On peut parler d'activité catalytique, on peut parler de turnover, on peut parler de constante catalytique, ou voire même d'efficacité catalytique. Tout ça, c'est la même chose. C'est le nombre de molécules de substrat transformées en produit par molécule d'enzyme et par seconde. C'est ce qu'on appelle le turnover number, ou autrement dit, c'est ce qu'on appelle l'efficacité catalytique, qui est de l'ordre habituellement de 10 puissance 2 à 10 puissance 4 secondes moins 1. Autrement dit, c'est de l'ordre de 10 puissance 2 molécules de substrat transformées par molécule d'enzyme et par seconde. Si on introduit en plus un concept apporté par une constante qu'on appelle le Km, dont on reparlera un petit peu plus tard, le Km, on verra qu'il renseigne sur l'affinité de l'enzyme. Si on fait le rapport entre la constante ou l'efficacité catalytique, le K4, sur l'affinité de l'enzyme, eh bien on va mesurer ce qu'on appelle l'efficacité catalytique, à proprement parler, et on parle également de constante de spécificité. Donc j'introduis un nouveau terme, c'est la spécificité. La spécificité existe à deux niveaux au niveau des enzymes. On parle de double spécificité. C'est peut-être une spécificité de réaction, c'est-à-dire que des enzymes différentes peuvent agir sur un même substrat, comme on peut l'observer ici, mais ne donneront pas le même produit. Alors attention, cette spécificité de réaction n'est pas une règle absolue, car il existe des enzymes qui sont multifonctionnelles, c'est-à-dire qu'une même enzyme peut être capable de catalyser plusieurs réactions différentes. Mais c'est un cas de figure très particulier. C'est le cas par exemple de la phosphofructokinase 2, qui, selon si elle est phosphorylée ou si elle est déphosphorylée, peut avoir un rôle de kinase ou avoir un rôle de phosphatase. Mais on en reparlera également un petit peu plus tard lorsqu'on discutera de la régulation de la glycolyse. Il existe une spécificité de substrat. Alors, cette spécificité de substrat peut être large, c'est-à-dire qu'un enzyme peut prendre un substrat ou un autre et va donner de fait des produits différents. La spécificité de substrat peut être donc définie comme étant la capacité d'une enzyme à faire la différence entre deux substrats qui peuvent être compétiteurs. Si elle est large, ma foi, elle peut considérer les deux substrats et catalyser les réactions. Ou alors si elle est plus absolue, eh bien elle ne reconnaît qu'un seul substrat et donner qu'un seul produit unique. Autrement dit, dans ce cas-là, cette enzyme ne serait pas capable de reconnaître un second substrat qui ne pourrait pas rentrer et qui ne pourrait pas donner un autre produit. C'est une spécificité de substrat qui est absolue. Alors, cette spécificité absolue peut être liée à la nature de la liaison qui existe entre l'enzyme et le substrat. Ça peut être lié à un motif structural. Ça peut être également une spécificité due à l'isomérie. Par exemple, la fumarase, ici, est une enzyme du cycle de Krebs, et seul le fumarate, qui est en isomérie trans, eh bien, pourra être reconnu par la fumarase et donner du malate. Autrement dit, le fumarate en isomérie 6 ne serait pas reconnu par la fumarase. On comprend bien que pour qu'il y ait une spécificité, eh bien, c'est qu'il y a une reconnaissance entre le substrat et l'enzyme, et que entre le substrat et l'enzyme, il y aura des liaisons de faible énergie. Mais quelle est la relation entre la spécificité et l'efficacité? Il y a soit le modèle de Fischer, qui est ancien, 1890, c'était le modèle de clé-serrure. Voilà, vous avez une clé pour une serrure.
Et le substrat ne reconnaît l'enzyme que parce que son site actif est absolument adapté à la forme, ici, de son substrat. C'est une structure qui était intéressante sur le moment, mais qui ne permet pas d'expliquer comment un enzyme peut abaisser l'énergie d'activation. Du coup, le modèle de Kochland, en 1985, a permis de donner une explication. C'est le modèle de l'ajustement induit. La fixation du substrat sur le site actif va entraîner un changement de la structure tridimensionnelle donc de l'enzyme. Le substrat, mais également l'enzyme, vont être tous les deux contraints pour pouvoir s'associer. C'est-à-dire que l'enzyme va adopter une conformation pour accepter un substrat qui sera plus proche d'une structure qui ressemblerait à un état de transition, et il suffirait du coup de peu d'énergie pour pouvoir catalyser la réaction. Ici, vous avez un enzyme, vous avez un substrat. Le substrat, vous voyez, il est rentré, il a été contraint de rentrer à l'intérieur donc du site actif, et cette contrainte a été possible parce que l'enzyme a établi de très nombreuses liaisons de faible énergie entre le site actif et le substrat contraint, et ce substrat du coup va adopter une conformation qui va faciliter le travail de l'enzyme, qui est ici de couper ce substrat en deux morceaux. La fixation du substrat sur le site actif va entraîner un changement de structure tridimensionnelle de celui-ci.